Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'entreprise circulaire. Aujourd'hui, nous allons parler d'économie circulaire et de blockchain. Donc, j'ai l'honneur d'être avec Anaïs Boucher, qui est cofondatrice, CPO et Head of Sustainability chez Erable. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Enchantée. Bonjour Régis et merci beaucoup de me recevoir. Oui, je peux vous en dire un peu plus. Érable a pour vocation de rediriger l'épargne et les flux financiers vers les activités à impact. Pour ça, on fait donc du financement de projets de la transition écologique sur un modèle innovant du partage de revenus. Donc en partage de revenus, on ne vend ni des actions ni des obligations. On propose à des investisseurs d'investir dans des sociétés à impact en échange d'un pourcentage du chiffre d'affaires généré dans les mois et trimestres qui vont suivre sur les prochaines années. Ça, c'est l'activité cœur d'Érable. Et un petit peu plus techniquement, puisqu'on va parler de blockchain aujourd'hui, pour émettre ces nouveaux actifs financiers qui ne sont des actifs non cotés, nous avions commencé depuis 2 ans par les ancrer sur blockchain, les inscrire sur blockchain, pour tracer à la fois la performance financière qu'ils vont faire, mais également la performance extra-financière, donc l'impact qu'ils vont permettre de générer. Et donc, aujourd'hui, nous finançons des entreprises à impact via des produits financiers qui sont ancrés sur blockchain, des produits d'investissement que nous vendons aux investisseurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, dans le sens, voilà, on voit que tu es cofondatrice, CPO, je ne sais pas ce que c'est CPO, et CPO. Head of Sustainability. Donc, je pense que peut-être tu peux nous en dire un peu plus là-dessus. Ouais, pardon, j'ai commencé par présenter la boîte. Pas de souci. Moi, donc je m'appelle Anaïs et je suis ingénieure de formation en finance notamment, en finance de marché et avec une grosse spécialisation et engagement dans la transition écologique. Chez Érable, ça signifie que alors CPO, ça veut dire, Chief Product Officer, donc c'est, aux produits. Donc je m'occupe de faire en sorte que ces produits d'investissement existent, soient ancrés sur blockchain et qu'il y ait une plateforme d'investissement sur laquelle ils sont vendus, que les transactions soient faites entre les investisseurs et les projets, et que tout le suivi et la traçabilité et la transparence que la blockchain peut apporter soit vraiment reflété dans les produits. Et Head of Sustainability, puisque j'ai aussi cette casquette-là. À titre personnel, c'est depuis 5 bonnes années que je suis assez engagée dans la transition écologique, notamment via le collectif Pour un veille écologique, duquel je fais partie. Et côté Érable, bon, dans une petite entreprise, je ne vais pas appeler ça de la RSE encore, on n'est pas dans un grand groupe, mais en réalité, là où il y a la plus grosse concentration, le plus gros focus de notre côté sur l'impact, c'est l'impact de nos projets, c'est l'impact de ce qu'on va financer. C'est ça qu'on va regarder. C'est pas... Je fais aussi un petit bilan carbone de notre petite structure, mais l'intérêt de notre structure, c'est d'aller vraiment financer des projets. Et donc, j'aide et je travaille avec chacun des projets financés à tracer l'impact généré, positif et négatif d'ailleurs, après l'investissement, enfin, suite à l'investissement, ce que l'investissement a permis. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les différents projets que vous avez, alors je sais pas si on peut dire financés ou partagés avec la communauté? Ça, c'est aussi Donc, à voir, mais nous ne sommes pas un fonds d'investissement, hein. Nous n'investissons pas en propre dans les projets. Nous proposons des produits d'investissement à des investisseurs. On a eu une grande concentration au début sur des projets de l'économie circulaire. On a commencé par un projet qui faisait de la réparation de voitures électriques pour aller combler ce trou dans la raquette avec le déploiement massif des véhicules électriques en France aujourd'hui. Le problème qui est vite arrivé, c'est leur durée de vie. Donc on a financé un projet qui s'appelle Révolte et qui a permis donc sur la dernière année de réparer 5 véhicules et générer une performance, pour vous donner une idée, une performance de 12% pour les investisseurs, si je ne dis pas de bêtises. On a financé un projet qui s'appelle Pixo, qui fait par exemple, donc, autre modèle de l'économie circulaire, autre pilier de l'économie circulaire, le réemploi. Donc, il déploie des contenants réutilisables dans des chaînes de restauration. On a financé un projet qui s'appelle HomeCycle, qui fait de la location, encore un pilier de l'économie circulaire, de la location d'électroménager, donc pour
pour, on va dire remplacer l'économie de la possession, de la propriété par celle de l'usage vraiment et aller valoriser l'usage d'un appareil et pas sa possession. Ça permet d'ailleurs de prolonger les durées de vie et de ralentir l'obsolescence, à la fois culturelle et programmée des appareils. Voilà par exemple, donc on a beaucoup travaillé sur les piliers de l'économie circulaire d'ailleurs au début, Oui, d'ailleurs, c'est comme ça que je vous ai connu et c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais avec HomeCycle, en fait, j'ai eu l'occasion de discuter avec les 2 cofondateurs, et justement, c'est quelque chose qui moi me fait assez rigoler parce qu'en fait, c'est l'un des exemples que je prends régulièrement en parlant d'économie circulaire en me disant: «Bah, voilà, on peut mutualiser notre machine à laver et puis en fait, pourquoi est-ce qu'on passerait pas tous sur un système de location de machines à laver pour justement qu'il y ait l'entretien qui soit là, qu'en fait, le mmh, produit nous suive sur toute la durée de, complètement. enfin voilà, tout ça. Mais bon, je pourrais peut-être en refaire un épisode spécifique avec les personnes concernées. Ouais, en effet. Et puis, ouais, un peu plus récemment, j'ai pu aussi discuter avec Tom qui justement avait parlé de sa levée. Donc je sais pas si tu peux aussi un peu parler Ouais, Tom, de très dernièrement, ouais. dont la levée est encore en cours d'ailleurs, Tom, il permet, de recycler enfin Tom et les systèmes, qu'il déploie dans pour des usages, pardon, domestiques, permet de recycler les eaux grises, de tout usage domestique, pour une réutilisation de ces eaux, d'eau, dans des usages qui n'ont pas besoin d'eau potable, comme, les toilettes, le jardinage et cetera. On estime par système installé dans une maison, adaptée à ce système-là, une économie de 75 000 litres d'eau par an, ce qui est, considérable. C'est un des premiers projets d'ailleurs qui ne va pas directement travailler carbone ou, très classique, voilà, enfin, sur un si on regarde nos limites planétaires, c'est un des premiers projets qu'on a qui ne va pas, aller, vraiment, changement climatique directement, mais qui va sur l'eau, qui est un sujet très compliqué à aborder et voilà, donc Tom, enlevait actuellement pour, financer des systèmes donc de recyclage d'eau, qui s'appellent des H300, qui vont être déployés, pour des usages domestiques et dont donc les fonds que Tom va récupérer en vendant ces systèmes vont revenir aux investisseurs, enfin vont être partagés aux investisseurs. Voilà. Et donc justement là, si on reprend cet exemple de Tom, en fait, donc toi, ce que tu as fait, c'est qu'en fait, tu as pris, enfin, avant de lancer l'opération en fait d'investissement, tu t'es posé la question, enfin, vous vous êtes posé la question à ERAP de quel pouvait être le retour sur, alors déjà Mmh. d'investissement pour l'investisseur, mais aussi le retour d'impact en fait, tout simplement des solutions développées, quoi. Exactement et d'ailleurs, c'est mon travail. Moi, je m'occupe même pas de enfin, il y a des gens aux finances, qui s'occupent très bien de faire des business plans et ça, c'est quelque chose de très classique dans le financement, donc pour calculer un retour sur investissement. Mais nous, moi, de mon côté, je me suis vraiment occupée à aller chercher ce retour d'impact sur investissement. Avec Tom alors, il y a plusieurs choses. Il y a aller tracer des métriques qui sont, avec Tom, c'est bien, ça va être simple d'explication. Avec H2OKR, ça s'appelle, pardon, le projet. Ça va être très simple d'explication. On s'attache d'abord à les mesurer de manière, très scientifique, donc sur les indicateurs que nous proposent les limites planétaires, d'aller mesurer, l'impact de la solution. Souvent, on demande au projet d'avoir fait une analyse de cycle de vie, une ACV, du produit vendu, loué, et cetera, pour pouvoir avoir des vraies métriques. Après, il y a une chose, c'est que nos investisseurs, c'est pas des directeurs RSE, c'est pas des spécialistes de l'environnement, donc on s'attache aussi à vraiment identifier une métrique, une mesure qui est palpable, parlante pour, les investisseurs, qu'on va vraiment afficher à côté d'une performance, financière. Pour, Tom, c'est assez simple parce que pour le coup la métrique d'impact, c'est l'eau et enfin, c'est des litres d'eau et les litres d'eau sont aussi, une mesure qui est les litres d'eau économisés sont une mesure que les limites planétaires, proposent, enfin la théorie des limites planétaires propose. C'est simple, on met ça vraiment en parallèle avec, j'ai investi dans un système, dans ce pool de systèmes. Une fois qu'il y a un système vendu, c'est très simple, sa vente génère du revenu et elle génère aussi mensuellement des litres d'eau économisés et moi, en tant qu'investisseur, je vais pouvoir visualiser,
ces 2 aspects, ces 2 performances qu'il faut absolument réunir, aujourd'hui, dans le monde de la finance et c'est ça qu'on essaye de petit à petit mettre en place. C'est ça qu'on va essayer de tacler, c'est le fait qu'aujourd'hui dans la finance, les produits financiers sont assez déliés de ce qui se passe réellement sur le terrain. Bah, nous, on essaie de faire tout l'inverse, de vraiment indexer ce que veut dire performance, ce que veut dire profit dans un dans un produit financier, sur ce qui se passe sur le terrain, mais vraiment en termes financiers ou extra-financiers. Voilà. Je suis en train de me dire que c'est, la première fois, ah peut-être pas, bon. En tout cas, dans tous les cas, c'est l'une des premières fois que je vois justement un produit financier à impact, Mmh. où justement tu as ces 2 métriques qui sont là, en fait. Ce que je veux dire, c'est que je vois beaucoup d'un point de vue associatif, bah, voilà, vous avez, je sais pas, vous avez couru 10 kilomètres, on a planté 100 arbres. Ou alors je vois très bien d'un point de vue, Mmh. financier, vous avez pris, cette action, vous avez reçu, tant d'euros de dividendes. Alors Ça, c'est oui, vraiment quelque chose de qui qui est assez tangible des 2 côtés. Mais c'est vrai que la réunification des 2 en fait, c'est quelque chose que je vois peu ou du moins, pas de manière aussi précise et aussi évolutive. Ça va plutôt être un bilan, du style, bah, voilà, vous avez investi il y a 3 ans dans cette entreprise, elle a planté, 4 500 000 arbres et on se dit: «Bah, OK, mais c'est très, mmh, c'est très loin, en fait» et justement là, cette histoire de là, tu parles de litres d'eau économisés. Hem, Vu qu'en fait tu parles du retour sur investissement et cetera, je pense que c'est quelque chose que de votre côté vous arrivez à quantifier et même de voir visuellement d'un point de vue, tous les mois, voilà, ce mois-ci on complètement. a économisé tant et cetera. Complètement et alors, bah, ça, c'est inspiré et ça marche super bien avec les modèles en partage de revenus. J'y reviens, mais les modèles en partage de revenus, comme on va pour partager un pourcentage du chiffre d'affaires, en fait, le chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est vraiment ce qui s'est passé commercialement dans la société. C'est vraiment, l'indicateur, le plus proche de ce qui s'est passé dans ce mois-ci, ou ce trimestre-là et en fait, ça va nous permettre de tracer mensuellement, on a de créer tout ce système et bon alors dire de mon côté ingénierie et produits et technique, mais de tracer en parallèle ces 2 choses. À la différence de produits financiers beaucoup plus traditionnels comme les actions ou les obligations, pour détailler chacun des 2, une action, c'est une part d'entreprise. Une part d'entreprise, ça n'est annexé sur rien ça c'est annexé sur la valorisation de l'entreprise et nous savons clairement que la va les méthodes de calcul d'une valorisation d'entreprise sont, sujets à débat, il y a multiples manières de calculer, combien vaut une entreprise dans son entièreté. Mais en tout cas, ce n'est souvent pas indexé directement, enfin, c'est quand même assez délié de l'activité de terrain exacte, mensuelle, clairement. Et dans ce qui va être de la rentabilité d'une action, déjà, c'est très, très long terme, dans le non-coté, ce qui n'est pas déjà en bourse et cetera. On est sur du très long terme quand on investit dans une petite entreprise. Heu ensuite la rentabilité, elle va être, alors il y a 2 manières de toucher de la rentabilité sur des actions, c'est les dividendes, mais encore une fois, ça peut être complètement décorrélé de l'activité, hein. On le sait, il y a des années où des grandes entreprises du CAC 40, on va aller dans le côté, reversent des dividendes énormes alors que c'est une année qui a été, un petit peu en sous-mesure côté, vente, commercialisation. Inversement, des années de commercialisation très fortes, il peut y avoir une décision de réinvestissement de tous les bénéfices générés et donc 0 dividende et là on a décorrélation complète. Inversement, les obligations, c'est encore plus simple les obligations, c'est une dette à rembourser avec des intérêts qui sont posés fixes. On est complètement délié de l'activité. Si l'entreprise, galère sur un mois ou réussit plus sur un autre, qu'importe, il faut rembourser tant chaque mois, additionné d'intérêts ou enfin bon, l'échelonnement peut être différent, mais voilà. Est-ce que tu alors je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet et parler blockchain. Ouais. Hem, Moi, ce que j'entends très régulièrement et je vais directement rentrer dans les discussions de «comptoir» entre guillemets, c'est que, c'est pas possible d'avoir un impact positif à partir de la blockchain. Voilà, c'est un point qu'on me dit régulièrement Mmh. et on me cite, comme exemple, le bitcoin. Voilà, en disant que voilà, faut énormément d'énergie, il faut miner, il faut pas mal de choses et hem et là, vu qu'il y a eu le halving, il y a 3 jours, du bitcoin, donc le halving, je sais pas si tu veux en parler ou si j'en parle, comme tu veux. Vas-y, fais la présentation. Vas-y, vas-y. Alors, de manière assez simple, tous les 4 ans, c'est
2 fois plus compliqué de récupérer l'équivalent d'un bitcoin et donc ça va demander 2 fois plus d'énergie à peu près pour récupérer, cette monnaie numérique. Voilà. Exactement. Hem, ouais, alors, il va falloir démêler tout ça. D'abord, la blockchain, c'est une technologie. C'est vraiment comme si on parlait d'un système d'exploitation ou presque, moi je m'attache à dire que c'est quasiment comme un langage de programmation, la blockchain. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs et on code différemment sur chacune des blockchains. C'est une grande base de données qui a, voilà, c'est une technologie plus qu'autre chose. Après, toute la grande question, et ça pourrait se poser sur plein de technologies différentes, c'est son utilisation. La première utilisation qu'on y a vue à un monde, enfin à une base de données décentralisée, c'est-à-dire qui n'avait pas besoin d'être stocké chez quelqu'un, détenu par quelqu'un, géré par quelqu'un à qui on doit, toquer la porte pour dire: «Bonjour, j'aimerais telle information», c'est évidemment dans le monde financier. Et c'est là où et c'est les premières choses qui ont été créées, sur blockchain. Je dirais même pas que c'est les premières choses qui ont été créées sur blockchain, il faudrait retracer, mais la première utilisation qu'on y a vue, c'est évidemment une utilisation financière, via la création de crypto-monnaies, donc de monnaies digitales encryptées sur blockchain, pour traduire, le mot crypto-monnaie qui peut faire peur. Et la première en son nom a été, le bitcoin. Heu, ceci étant dit, créer un système financier et une monnaie nécessite quand même des validateurs, même s'ils sont, pour pas qu'il y en ait qu'un seul, ce n'est pas une banque centrale, justement pour décentraliser, il faut plusieurs validateurs. Et il y a eu plusieurs expérimentations de comment on fait travailler ces validateurs ensemble pour, approuver l'état actuel de la blockchain, pour dire: «Oui, telle transaction a eu lieu, non, telle transaction n'a pas eu lieu», pour que tout le monde soit d'accord autour de ce qui s'est passé sur, cette blockchain, cette technologie, encore une fois, la blockchain tant que la technologie. Et la première, le bitcoin, a commencé par une méthode de validation, donc de chaque transaction, de chaque, voilà, heu, très énergivore, très sécurisé, très décentralisé, mais très énergivore. Depuis, et c'est pour ça qu'avec le halving et même on continue à faire monter l'intensité et la complexité parce que, ça rapporte beaucoup d'argent que d'être validateur. Et pour garder cet équilibre, on va dire, dans la validation et dans la décentralisation, je vous laisse aller creuser si vous voulez. On fait monter encore les niveaux, d'énergie requise, enfin, du coup, de puissance de calcul requise pour arriver à devenir validateur, enfin, valider quelque chose. Mais depuis, on a bien compris que c'est un système qui était beaucoup trop coûteux, hein, système Bitcoin. Et d'ailleurs, il n'y a aucun applicatif, enfin, je vais en fâcher quelques-uns. Il n'y a presque aucun applicatif, construit sur, Bitcoin. Tout est très cher, la validation est très chère, c'est vraiment un système qui a été, l'emblème des débuts de la blockchain, mais c'est clairement pas sur celui-ci que s'est construit la majorité des applicatifs. Il y a des blockchains beaucoup plus, alors, qui ont créé donc des modèles de validation beaucoup plus efficients, beaucoup moins énergivores, qu'on peut appeler donc le proof of stake. Donc, pour avoir le petit vocabulaire en Bitcoin, c'est du proof of work, donc c'est plus j'ai de puissance de calcul, puis plus je viens prouver que je peux valider ce nœud, enfin cette transaction, cette action. En proof of stake, c'est parce que je m'engage en séquestrant des fonds à moi et que je m'engage en tant que validateur dans le réseau, que je peux être élu de manière très simple sans avoir à dépenser une puissance de calcul énorme pour devenir validateur. Et dans ces mondes-là, on arrive à des transactions enfin, un coût énergétique de transaction, hein, parce que c'est ça qu'on va comparer au système bancaire classique, qui est bien inférieur et qui arrive sur des niveaux, et il y a même des blockchains où on arrive vraiment à des niveaux où une transaction coûte une recherche Google. Ce qui est à peu près équivalent. C'est très compliqué de comparer avec une transaction Visa parce qu'il faut dépendre de la banque et des institutions, enfin une institution bancaire, c'est énorme. Mais on arrive à des choses qui sont bien moins énergivores, clairement, enfin même dans le même ordre de grandeur qu'une transaction Visa. Une transaction carte bleue, quoi. En bref, la blockchain, ça reste une technologie. Son utilisation financière s'améliore côté énergétique. Et ensuite, dans tous les cas, si on parle monde financier, là, je ne suis même pas à faire de l'impact et à redirection des flux. La grande question, et ça ne change pas entre le système financier centralisé, donc des banques centrales, des banques, et le système décentralisé, donc la DeFi, les crypto-monnaies, etc. Rien ne change entre les deux. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Où est-ce qu'on l'investit? Où est-ce qu'on redirige les flux? Pourquoi
qu'est-ce que veut dire rentabilité? Que veut dire profit? Ça dans les 2 côtés. On calcule des retours sur investissement, enfin ça c'est vraiment de la finance, plus d'investissement et ça, rien ne change blockchain ou pas blockchain. La question c'est comment on va convaincre des investisseurs? Comment on va réallouer des fonds? Comment on va rediriger l'épargne ou les fonds disponibles en gros, vers des activités à impact et comment on va valoriser ça? Comment on va valoriser le fait d'avoir un impact positif? Comment l'économie régénérative, l'économie, déjà on peut partir de circulaire, l'économie qui a un impact positif devient plus intéressante, devient plus profitable, à définir le mot profitable, est-ce que c'est simplement financier ou extra-financier aussi? Qu'une économie, plus, destructrice et régénératrice. Mais c'est vraiment bien lié. Un système financier et une économie, c'est pas du tout la même chose. La question du système financier qu'on utilise, une fois qu'on arrive à des niveaux énergétiques équivalents, en fait, voilà, là on arrive à la question maintenant de comment on redirige ces fonds. Mmh. Je sais pas si j'ai réussi à tout délier. Dans ta question qui partait de, c'est pas possible d'avoir un impact avec la blockchain. La blockchain, c'est une base de données, donc oui, en soi, c'est pas ça. Les crypto-monnaies, ce n'en sont qu'une utilisation et toute la question revient à comment on redirige le système financier global? C'est vrai qu'en fait, là, tout ce dont tu viens de parler, en fait, ça peut se résumer simplement. C'est en fait, on pourrait très bien avoir, heu, une économie qui ne marche, façon de parler, qu'à l'euro avec des banques qui Bien financent du sûr. pétrole, qui donc ne seraient pas vertueuses sur le long terme. Ou comme de l'autre côté, on pourrait aussi avoir une économie qui tourne entièrement sur la blockchain et les cryptomonnaies, qui elle Ouais, investit dans de l'impact. Et en fait, là, on arriverait sur une économie qui justement serait plus régénérative et plus, impactante. Sachant que oui, voilà, il existe aussi des mix entre les 2. On peut aussi utiliser des cryptomonnaies pour financer du pétrole, enfin de l'industrie oui. pétrolière, mais bon, voilà, ça c'est Ah, d'autres débats et c'est vrai que ce qui est bien, c'est que là, en fait, tu remets vraiment, la blockchain comme étant un outil, une utilisation et vraiment ce qu'on en fait comme l'est l'argent, en fait, tout simplement. bien sûr. En fait, un système financier, bon, la blockchain étant la tech, mais le système financier construit sur la blockchain, ce n'est qu'un vecteur de valeur. La question, c'est où est-ce qu'on le dirige? Enfin, c'est un endroit où on a mis de la valeur. On a investi, bon bref, on a valorisé quelque chose qui a une valeur monétaire, bon soit, mais qu'on pourrait comparer à d'autres valeurs monétaires que sont les devises, les taux, bah, voilà, d'autres produits financiers. La question, c'est où est-ce qu'on va rediriger ça? Mmh, Ce vecteur de valeur, où est-ce qu'on le dirige? Oui, la crypto-monnaie pourrait financer le pétrole comme elle pourrait financer, des activités à impact. Ça reste un vecteur de valeur, enfin ouais, et exact. l'euro en soi, fait la même chose. On se demande Tout à pas fait, ouais. si est-ce que l'euro est à impact? Bah, oui, si on envoie de l'euro à des activités à impact. Enfin, Ouais, tout à fait. Maintenant qu'on a un peu délié tout ça, la question qui vient après, c'est voilà, donc on a bien compris que l'objectif d'Érable, c'est d'aider à financer des projets à impact mmh. et donc maintenant la question qui vient avec, c'est pourquoi avez-vous choisi la blockchain pour justement ce système de valeurs-là et pas l'euro? Ouais, bah, c'est des grandes, explorations et cetera, et ça a été une vraie longue question et une question qui nous reste encore et on explore vraiment les 2 côtés, donc on va appeler ça Web 2 et Web 3 si tu me permets. Web 3 donc plus décentralisé et Web 2, enfin utilisation de la blockchain et Web 2, centralisé dans des bases de données classiques, telles qu'on les connaît. La blockchain, elle avait pour nous bah, elle l'a toujours, hein, elle a une énorme capacité, à rendre transparent, et traçable, tout le système financier et en fait, dans ce monde de l'impact où on veut valoriser de l'impact, on veut valoriser des activités à impact, cette transparence, elle est absolument nécessaire. Il faut la rendre visible, il faut lui donner cette importance, faut la val enfin, pour valoriser, voilà, pour rendre visible, cet impact et c'est pour ça qu'on a décidé à la base de vraiment, aller pousser cette réflexion, côté décentralisation vers la blockchain pour réussir à ancrer, bah, alors, ces produits financiers et avec l'idée d'y ancrer aussi des preuves d'impact, des preuves bon, preuves de retour financier, c'est assez simple puisqu'on va voir directement les transactions, en fait. Mais des preuves d'impact associées et d'aller vraiment valoriser tout ça. La deuxième chose que ça permet la blockchain, hem, c'est l'absence d'un tiers parti. Par exemple, si on veut mettre en place un des gros freins à l'investissement non coté
donc l'investissement dans des boîtes early qui ne sont pas en bourse, etc., c'est le manque de liquidité. C'est-à-dire que quand j'investis dans une boîte, et ben, avant que j'ai l'opportunité d'en toucher ma rentabilité ou de pouvoir revendre mon produit financier ou de pouvoir sortir, quoi, c'est très, très long, souvent impossible. 9 fois sur 10, la petite start-up va malheureusement crasher avant que j'ai eu une occasion de liquidité, on appelle ça comme ça, une opportunité de liquidité. Bref, la liquidité est un frein énorme. La liquidité, la capacité donc à échanger, à sortir de sa position d'investissement. La blockchain permet en fait de s'émanciper de ce manque de liquidité, puisqu'elle permet donc un système de peer-to-peer, de personne à personne, ouais, où les personnes pourraient s'échanger, que ce soit leurs produits financiers, leurs actifs, leurs contrats d'investissement entre eux, avec ce tiers parti validateur qu'est la blockchain. Si dans le monde sans blockchain, ce n'est pas possible, c'est très simple. C'est parce que si on veut pouvoir le faire, il faut qu'il y ait une entité au milieu qui s'assure que quand l'un envoie son actif et l'autre son argent, ou enfin que le vendeur et que l'acheteur font la transaction, il faut qu'il y ait quelqu'un au milieu qui s'assure que hop, les deux se font en même temps, que personne ne vole personne, que le contrat est respecté, blablabla. Et ça, cette entité, ça s'appelle une bourse, un endroit d'échange. Et il n'y a que certaines entreprises qui peuvent y accéder, parce qu'une bourse n'a pas que ça à faire de gérer absolument toute la planète entière côté financier. Mais côté blockchain, comme c'est fait de manière décentralisée, et voilà, il y a vraiment cette opportunité de permettre la liquidité. Il y a beaucoup de freins qui sont légaux en Europe et en France notamment, donc on y travaille très fortement. Puisque quand on met en place un contrat, il faut qu'il y ait une signature multipartite, qu'importe la blockchain, mais voilà. Mais ça nous donne cette opportunité qui n'est disponible nulle part ailleurs, en fait. Enfin, vraiment, hein, si on regarde toutes les plateformes de financement participatif ou pas, d'ailleurs, dans l'early stage, jamais elles ne pourront proposer de la liquidité, de l'échange entre particuliers, sans qu'il n'y ait d'entité centralisée, donc une banque ou un centre d'échange, une bourse qui soit agréée vraiment de manière très compliquée, qui soit entre les deux. Donc je dirais, ouais, voilà, pour cette capacité de décentralisation, d'échange, de potentielle liquidité entre les investisseurs et pour voilà, cette transparence, traçabilité que je mettais en face au début, ça a été notre focus principal à blockchain. Peut-être pour donner le retour d'expérience, je sais pas si ça t'intéresse, le retour d'expérience après 2 ans Ouais, d'utilisation. carrément, ouais. En gros, ça a un défaut actuellement, c'est que c'est un système très jeune. Il y a beaucoup de freins, c'est compliqué d'accessibilité, la blockchain. Ça a ses règles très techniques qui ne sont pas forcément audibles du grand public, audibles de tous, et c'est compliqué à comprendre au global. Et dans un monde où nous, on veut vraiment démocratiser l'investissement, il y a ce frein-là qui s'oppose à nous. Il y a le frein, qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'on peut, on a fait énormément de ponts d'accessibilité, hein, normalement un wallet, un portefeuille numérique digital, ça ne se crée qu'avec une seed phrase, etc. Moi, à la tech, j'ai énormément travaillé à ce qu'on puisse se connecter avec une adresse mail, par exemple, tout en gardant un wallet décentralisé, hein, on ne possède les clés de personne, que les transactions se fassent de manière décentralisée aussi. Cela dit, pour faire des transactions décentralisées, je vais y arriver, il faut utiliser des crypto-monnaies, il faut utiliser des monnaies digitales. Pour ça, il faut que la personne en ait. Très compliqué de faire les ponts carte bleue, etc. Donc, il y a cet énorme équilibre qu'on a trouvé entre, oui, le potentiel qu'a la blockchain pour, encore une fois, transparence, traçabilité, liquidité, etc. Et cette accessibilité, parce il faut des fonds, ils ne font pas non plus que cette transparence soit un frein à l'investissement, puisque le but étant de rediriger des fonds. Voilà. Vous avez un peu un ordre de grandeur chez Rap de justement le nombre de transactions qui n'ont pas eu lieu à cause de ce frein? Ouais. Ah ouais, ouais, sur un projet, moi j'estime qu'on perd facilement 30 des, ouais, je pense qu'on perd facilement 30 des gens à cause de la blockchain. OK. Et c'est pour ça que, bon, on en parlera, si tu veux, on en reparlera la semaine prochaine, parce qu'il y a 2-3 annonces qui arrivent, mais hem
Mais c'est pour ça qu'il y a des grandes réflexions sur comment on peut, se servir de cette accessibilité si forte du Web 2 tout en gardant cette transparence, potentiellement en ancrant de manière moins régulière, enfin pas à chaque transaction sur la blockchain, mais en démontrant un impact plus tard, c'est un vrai jeu à trouver, hein, c'est un vrai équilibre. Les défenseurs forts de la transparence immédiate et cetera vont me tomber dessus si, je passe sur un modèle un peu plus centralisé où je permets aux gens de m'envoyer un virement bancaire, ouais, par exemple. J'ai plein d'investisseurs qui veulent investir par virement bancaire. Surtout à partir de certains montants, c'est très compliqué de faire un paiement carte bleue. Enfin, les banques, elles vont Oui. un virement bancaire, ça n'existe pas sur la blockchain. Personne ne peut faire de virement bancaire. Enfin, pour aller directement à une crypto-monnaie. Faut passer par un échange centralisé, donc on peut les citer, Binance, Coinbase et cetera, hein, puis faire une transaction sur un wallet et cetera. C'est très long et moi, si jamais je propose une solution centralisée où je dis: «Bon, bah, faites-moi un virement et on fera une émission de produits, différente», enfin, de produits financiers, de contrats d'investissement différentes qu'on rejoindra après, hein, qu'on remettra en transparence plus tard, mais c'est pas dans l'instantanéité et j'ai été une entité centralisée au milieu. J'ai en même temps, bah, des investisseurs qui vont être très contents et des fonds en plus qui vont arriver, mais de l'autre, des potentiels défenseurs d'une transparence totale, qui peuvent tomber dessus et c'est un vrai équilibre qu'on est en train d'essayer de trouver, bienvenue dans l'exploration d'une start-up. Voilà. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant justement quand tu parles de cette transparence et de pas mal de choses avec les banques parce que bon, pour ceux qui nous écoutent, je le dis ouvertement, j'ai des cryptomonnaies, voilà. Je ne dirai pas combien parce que ça me regarde. Mais, heu, il m'est arrivé de me faire des transferts de sommes assez importantes en cryptomonnaies entre mes différents wallets et cetera. Et en fait, autant ça m'avait pris, entre, toutes les règles de sécurité, plusieurs jours à faire certaines choses d'un point de vue, crypto-monnaie. Autant j'ai eu plus de problématiques avec ma banque, quand il y a des fonds enfin, quand j'ai dû transférer, d'une banque A vers une banque B une certaine somme, que dans le monde décentralisé, quoi. Ah ouais, complètement, bah, non, ça a des gros avantages, enfin, en fait, le système blockchain, encore une fois, cette base de données, c'est un système comptable et transparent incroyable. En gros, moi, si je veux retrouver enfin, je 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 n'ai pas de problème, je un investisseur ne peut pas me dire: «J'ai investi, et je ne retrouve pas mon asset». Ce n'est plus pas possible. Je peux lui dire à q enfin, si une transaction est passée, c'est même pas moi qui ai les actifs financiers ni les produits financiers. C'est smart contract, donc c'est script, de développement, c'est ces bouts de code écrits dans la blockchain qui exécutent d'eux-mêmes et de manière, totalement indépendante de moi, ce que je fais. C'est moi qui les ai mis en production, mais c'est pas moi qui les contrôle ensuite. Qui exécutent donc, l'émission d'un actif financier dès que quelqu'un a investi et personne ne peut me dire: «Il s'est passé un blocage entre les 2». C'est un système, comptable enfin incroyable et les transactions sur la blockchain sont soit faites, soit pas faites, mais il y a pas d'état intermédiaire. Il faut se dire que dans un système bancaire, c'est pas du tout la même chose et je soumets une demande, en fait, à ma banque quand je fais un virement. Cette banque, elle dit: «Bon, est-ce qu'il a assez sur son compte? OK, machin, machin». Elle se dit: «OK, je vais faire le virement». Là, elle se dit: «OK, c'est telle autre banque à qui je dois faire le virement». Là, elle fait un total d'ailleurs à la fin de la journée du nombre de virements entrants, sortants pour la même banque, parce qu'évidemment, tu as pas été le seul à vouloir faire un virement vers, la banque B, ce jour-là, je pense. Mmh. Elle fait ensuite les échanges dans la nuit et encore entre les 2, il y a une banque centrale qui passe et cetera. Enfin, il faut quand même se dire que ça passe par, la monnaie centralisée et cetera, enfin de la monnaie de banque centrale et ensuite la banque B va reconnaître le virement, se dire: «Ah mais attends, ça va à untel» et envoyer le vir enfin ça, c'est et si jamais une banque enfin, on vit dans des pays, démocratiques et développés et cetera. Il faut se dire qu'il y a des institutions financières dans certains pays, dans certaines régions du monde qui sont tellement centralisées et contrôlées par, une entité externe, on va dire, qui pourrait décider très bien de mettre un stop à un endroit, sans que personne, sans que toi ou le récepteur de ton virement soit d'accord. Mettre un stop et dire: «Ah non, non, ce paiement il part pas, hein». Et l'argent est perdu et tu pourras pas enfin, de toute façon, même ton argent, il est détenu chez ta banque. Enfin, si la banque, demain, elle ferme ses portes, elle disparaît, bon, il y a des règles qui sont faites en Europe, en France et cetera pour que ça n'arrive pas, hein, bien sûr. Mais imaginons dans un pays qui n'a pas du tout de régulation sous banque centrale et cetera, si sa banque ferme, l'argent a disparu. D'ailleurs, l'argent n'est pas stocké quelque part, enfin,
la parité or n'existe plus depuis bien longtemps. Donc voilà. Faut vraiment se dire que ça va Ouais. coûter le permis. Ces échanges, instantanés, modérant, le temps de validation et cetera, mais en tout cas, c'est de l'un à l'autre. Il y a eu personne entre les 2. C'est vrai que pour revenir sur ce que tu disais avec tous ces intermédiaires et cetera, je crois que c'était il y a 2-3 ans en Amérique du Sud, il y a eu une inflation, assez faramineuse. En fait, il y a des personnes qui ont quasiment perdu toutes leurs économies et les seuls qui ont un peu sorti la tête de l'eau par rapport à tout ça, c'était les quelques personnes qui avaient des cryptomonnaies et qui en fait, se sont rendues compte que justement, elles avaient une monnaie qui avait de l'inflation ou qui avait des variations, mais bon, qui n'était pas du tout, celle de leur pays, quoi. Complètement, ouais. Ouais, complètement. Si on parle après, ça, c'est système financier, c'est même plus la technique, c'est vraiment, l'utilisation de crypto-monnaie et la création d'un système financier. C'est très compliqué de faire une analyse entre est-ce qu'un système financier, centralisé est mieux? Parce que il y a des règles qu'on peut mettre en place dans un système centralisé comme, toutes celles, que met en place, par exemple, en France, si les Français nous écoutent, clairement le ministère des Finances, et de l'Économie, met en place des mesures pour rehausser le livret A et voilà, en un claquement de doigts, un livret A passe de 0,5 à 3 d'intérêt, au début d'année dernière, je crois. Mmh. Voilà, ça, c'est des décisions et c'est possible parce que c'est centralisé, parce qu'il y a quelqu'un qui a fixé le prix quelque part. Un système décentralisé, c'est un système qui est beaucoup plus qui est soumis à l'entièreté des volontés de tous. C'est vraiment un système qui répond parfaitement à ce qu'on appelle l'offre et la demande, enfin une fixation du prix à l'offre et la demande. C'est la base, théorique de la finance, et de l'économie, c'est, OK, le prix c'est quoi? C'est pile, est-ce que ça bug? Pardon, pardon. C'est exactement, la rencontre de l'offre et la demande. Enfin ceux qui ont fait des écoles de commerce, ils m'allumeront, mais moi j'ai fait une école d'ingé donc j'en suis là. Le truc c'est qu'on a réussi à décorréler ça aujourd'hui, dans les économies centralisées puisqu'on a d'autres, décisions qui peuvent influer là-dessus. Sur le système décentralisé, c'est pas du tout ça. C'est vrai. C'est cette réussite qui est de dire: «OK, s'il y a autant d'acheteurs et cetera». Il y a des moments où ça peut avoir des effets, très volatiles parce que plus volatiles que dans des monnaies centralisées qui fixent, qui s'attachent tous les jours à travailler. Il faut dire que c'est le travail de la banque centrale, hein, c'est de garder une valeur dans sa monnaie et la même tout le temps, c'est mieux. Voire qu'il monte un tout petit peu, mais elle peut pas faire des variations comme ça. Enfin, si un jour l'euro perd 20 vraiment, ce serait j'imagine les titres en une des journaux si l'euro perd, 20 ce soir, c'est une récession, c'est un scandale total. C'est une guerre économique qui se met en place là. Alors qu'une crypto-monnaie, c'est vrai qu'elle va beaucoup plus réagir à des fluctuations et cetera. En revanche, dans d'autres systèmes, c'est vrai, quand, c'est un État et c'est des décisions qui ne relèvent pas d'une population qui influent très fortement sur une monnaie, qu'importe les taux, mais surtout quand ça va dans des taux, énormes comme il s'est passé en Amérique du Sud, tu as raison. Évidemment, là, tout d'un coup, une monnaie qui reflète vraiment les besoins et les valeurs et ce qui se passe, concrètement par tous ces détenteurs, parce que les envies de tous ces détenteurs, évidemment, devient beaucoup plus intéressante. D'où ce qui s'est passé en Amérique du Sud, où on a eu des monnaies décentralisées qui sont restées surtout qui étaient internationales, donc qui ont pu, en fait, refléter, une offre-demande beaucoup plus large que ce qui se passait de manière un peu plus micro dans ces pays d'Amérique centrale, si je me souviens bien, c'est en Ar non, c'est Argentine, je crois, hein. en Argentine, ouais? Ouais. En Argentine. On va peut-être revenir un peu sur le côté, blockchain et j'ai vu que sur Erable, vous utilisez pas mal de tout ce qui est NFT, hein. Donc je sais pas si tu peux en dire un mot, Ouais, encore une fois, mot qui peut faire peur, attention. Alors pour, point technique. Sur la blockchain, pour ancrer quelque chose, en fait, il y a plein de manières d'ancrer des choses, mais pour, sortir des actifs financiers, il y a plein de standards. C'est le type d'actifs financiers et les droits qui vont être les possibilités qui vont lui être associées. Il y en a plusieurs, voilà. Le plus classique, c'est la crypto-monnaie qui est ça s'appelle un token fongible. Ça veut dire que, fongible, ça veut dire qu'un token n'est pas différent d'un autre. Donc par exemple, l'euro est une monnaie fongible, centralisée mais fongible. Un euro n'est pas différent d'un autre euro
Et si on va sur les blockchains, et ben, un bitcoin n'est pas différent d'un autre bitcoin. Un Ether n'est pas différent d'un autre Ether. C'est des monnaies fongibles, ça s'appelle des ERC20. Enfin, sur Ethereum, mais voilà. Les NFT sont des donc non-fungible tokens, sont des tokens non fongibles. C'est aussi des tokens, donc des actifs financiers qui ont une existence, qui peuvent être échangés, etc. Mais ils sont non fongibles, ça veut dire qu'ils sont uniques en leur genre. Ils appartiennent peut-être à une famille, à une collection, on va dire, c'est comme ça. Mais ils sont uniques, chaque NFT donc a un ID et peut avoir donc des métadatas, donc un visuel, un nom, des informations complémentaires complètement uniques et personnalisées à ce NFT, donc non-fungible token. Donc on émet une collection, comme on émet une collection de fongibles parfois, mais là, vraiment, on émet, nous, des collections de non fongibles. Pourquoi le non fongible? Parce qu'on veut personnaliser, parce qu'évidemment, chaque investissement est différent. Parce qu'on veut représenter, matérialiser l'investissement de quelqu'un. Donc, je veux que quand Régis investit, je veux qu'il récupère une matérialisation de son investissement. Je veux pas qu'il récupère une monnaie. Je veux pas qu'il récupère quelque chose qui ressemble à toutes les autres choses. Je veux qu'il reçoive une matérialisation de son investissement qui a donc nous on décide d'y joindre le nom du projet, l'actif qui va être financé, donc des machines à laver, Shopcycle, des systèmes de recyclage, la date d'investissement, localisation, un visuel dédié. Enfin, en fait, c'est vraiment au choix, mais nous, on décide d'y lier vraiment toutes les informations du produit et d'ancrer dans cet actif financier centralisé vraiment ce qu'est l'investissement. Ça permet de matérialiser vraiment, et Régis détient après dans son portefeuille, pour prendre cet exemple-là, un actif financier, un NFT, oui, qui possède voilà, toutes les informations de son investissement et qui sera d'ailleurs mis à jour avec les performances. On décide d'ancrer également les performances financières et extra-financières que l'investissement réalise dans cet actif financier qui lui permettra de retirer ses gains, alors financiers clairement, et puis extra-financiers de manière un peu moins palpable parce que l'extra-financier n'a pas encore de traduction monétaire. Je ne sais pas s'il en faudrait une un jour, mais en tout cas, pouvoir retirer, pour lui, en tout cas, son impact et sa performance financière. Voilà. Ça, pour donner un exemple un peu plus visuel, ça me rappelle quand j'étais enfant, les cartes Pokémon, les cartes Yu-Gi-Oh, ce genre de choses où en fait, on Ça a on été un peu l'idée. voilà, moi j'allais, par exemple au bureau de tabac, je dépensais, 20 francs, c'était encore des francs à l'époque. J'achetais, des cartes et puis après je les avais en main, donc j'avais des actifs, heu, tangibles, enfin voilà, et puis après je pouvais les échanger et puis après je pouvais les revendre et puis récupérer une partie de l'argent que j'avais dépensé, quoi. C'est un peu le même principe, quoi. C'est un peu le même principe avec le fait aussi qu'ils sont liés à un investissement. Donc, cette carte, imagine une carte Pokémon si tu veux, mais qui chaque mois recevrait dans un portefeuille intégré de l'argent que tu peux aller retirer. En fait, c'est comme si tes cartes Pokémon devenaient des mini cartes bancaires, des mini comptes sur lesquels sont déposés chaque mois un pourcentage des revenus générés par les entreprises que tu as financées. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, quand on a demandé à nos investisseurs comment ils matérialiseraient leur investissement, quel visuel ils aimeraient, etc., c'est vrai que la carte projet, en fait, la carte un petit peu Pokémon, ouais, a été bien plus plébiscitée qu'un visuel artistique ou un visuel comme ça. Après, chacun d'ailleurs, je reviens sur mon standard, mais nous on se sert donc du standard non fongible pour faire cette carte d'investissement. Mais il faut savoir aussi que les standards de NFT, donc de vraiment se dire j'ai un actif qui est unique, sont utilisés dans bien d'autres mondes avec bien d'autres utilités, etc. Tout le monde ne touche pas des revenus avec un NFT, clairement même personne. C'est parfois seulement des actifs financiers comme des cartes Pokémon qui peuvent être liés voilà, à une œuvre d'art, qui simplement peuvent avoir un visuel qui est attrayant, qui peut avoir un visuel juste rigolo et ça peut très bien marcher aussi clairement. Et qui après vont se revendre donc sur des marchés secondaires décentralisés. Et voilà, il faut vraiment se dire que ça peut être absolument tout. C'est juste un standard, encore une fois, c'est juste une technologie qui est la blockchain et cette capacité d'émettre des actifs et des contrats, donc des smart contracts, c'est encore ça, hein, d'émission. Voilà. On a parlé de beaucoup de choses en 45 minutes. Peut-être que nos éditeurs, qui s'y connaissent un peu moins que nous en blockchain, ils doivent avoir la tête un peu comme ça.
Donc Pardon. non, mais c'est voilà, d'un moment, faut y passer, c'est comme ça. Hem, Anaïs, pendant que tu réfléchis, est-ce que tu as encore envie de dire quelque chose? Je vais poser la question si nos auditeurs ont des questions, c'est le moment de les envoyer en chat et comme ça on pourra, y répondre. Donc ouais, je sais pas si Anaïs, tu avais autre chose à quelque chose à rajouter en plus? Qu'est-ce que je peux ajouter? Mmh, non, je pense que vraiment l'important à retenir, c'est que système financier et économie, c'est pas du tout la même chose. Un système financier, c'est juste qui supporte, enfin qui est un vecteur de valeur. La question, c'est où est-ce qu'on redirige, où est-ce qu'on dirige tout court cette valeur, et que c'est ça qui est important. Heu, quoi d'autre? Non, bah, oui et encore une fois que la blockchain n'est qu'une technologie et que c'est très compliqué d'entendre des phrases comme: «La blockchain ne peut pas avoir d'impact». C'est vraiment comme dire, je sais pas, pour ceux qui ont fait un peu de tech, qui sont un petit peu, ingénieurs aussi, le JavaScript ne peut pas avoir d'impact, quoi. C'est un langage de programmation, ça n'a rien à voir. La question, c'est comment je m'en sers. C'est oui, si je me sers du JavaScript pour, aller créer, je sais pas, pour faire exactement, le système d'exploitation d'un puits de pétrole, oui, clairement. En revanche, si je m'en sers pour faire, l'application, Too Good To Go ou l'application, enfin, je sais pas, c'est enfin, voilà, ça vraiment faut vraiment recontextualiser, c'est la différence entre une technologie et son usage, un système financier et son usage. Voilà. Sachant qu'on utilise aussi la enfin, là, il y a de plus en plus d'études qui sont en train d'être faites sur la blockchain par rapport à tout ce qui est, la traçabilité d'un point de vue logistique Mmh. aussi. Donc Bien bon, sûr. là, je vous parle plus avec ma casquette, d'ingénieur, logistique et ingénieur industriel, mais voilà, c'est aussi des applications qui sont en train d'arriver. Je regarde s'il y a des commentaires. J'ai pas l'impression qu'on ait énormément de questions. Si on veut en savoir plus sur Érable, on va où? Bah, carrément. Bah, d'ailleurs, genre, j'ai esquissé le sujet, mais j'aime pas trop le droit d'en parler, mais bah, je t'enverrai des liens la semaine prochaine si jamais tu veux, repartager, Régis. Il y a quelques news qui arrivent, la semaine prochaine, assez grosses news pour nous. Si vous voulez suivre Érable et bah, sur LinkedIn, Érable, vous pouvez suivre directement la page. Vous pouvez vous rendre sur le site internet érable.com, tout simple, qui est, bah, du coup, disponible à la fois sur la page LinkedIn et partout. Vous pouvez vous connecter par merci beaucoup. Vous pouvez évidemment, si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, me contacter directement sur LinkedIn. Vous devez avoir mon LinkedIn quelque part. Je suis pas directement sur LinkedIn là, mais voilà. Et bah, ouais, ça fait pas mal et sinon sur nous suivre, bah, sur les réseaux, alors là, Twitter pour les plus web3, Instagram pour les moins web3, LinkedIn, à peu près tous les réseaux, voilà. Je regarde si par hasard je regarde si le logiciel a pas buggé, parce que des fois ça arrive qu'on n'ait pas de que les questions aient pas bougé. Tac, 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 tac. Non, il y a pas de questions. C'est que c'était clair pour tout le monde. On va Ouais. partir là-dessus. Donc voilà, si jamais n'hésitez pas à venir nous poser des questions. J'ai aussi quelques Oui, notions en blockchain si vous avez peur de ouais, poser des questions à Anaïs. Voilà. super. Donc voilà, bah, merci beaucoup pour ton temps, toutes tes explications et je Merci te dis à beaucoup. très Bah, vite. merci infiniment pour l'accueil et pour, cette discussion, c'est toujours, passionnant de discuter de tout ça. Prendre un moment dans sa journée pour discuter de ça. À On très sent que vite. on sent que tu es Merci beaucoup. motivée. On essaie Allez, faut, faut. Il en faut. Merci beaucoup. allez, salut tout le Bonne monde. journée. Bonne journée.